Il s'est présenté au mauvais entretien, les bottes couvertes de boue et un CV froissé. Mais la PDG ne lui a pas demandé de partir. Elle l'a regardé comme si elle le connaissait déjà, comme si elle attendait ce moment. Ce qui allait suivre allait changer bien plus que son avenir. Avant de plonger dans ce voyage touchant, si vous aimez les histoires de gentillesse, de secondes chances inattendues et le pouvoir tranquille de bien faire, n'oubliez pas de vous abonner. Nous partageons des histoires significatives qui pourraient bien vous rester en mémoire longtemps après le fondu au noir. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une version en voix off ou une narration plus émotionnelle. Un père célibataire a postulé pour le mauvais emploi. Mais le PDG dit, « Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait cette nuit-là. » La pluie était incessante ce matin-là, martelant le pare-brise fissuré du vieux camion de Jake Dawson comme si elle nourrissait une rancune personnelle. Il essuya un cercle avec la manche de sa chemise de flanelle et plissa les yeux à travers la bruine en regardant le gratte-ciel de verre et d'acier qui se dressait devant lui. Ça ne semblait pas être un endroit accueillant pour des gens comme lui, mais aujourd'hui, il devait essayer. Il se tourna vers sa fille assise à l'arrière, encore endormie dans son siège auto, emmitouflée dans un sweat à capuche trop grand. Emma battit des cils, et Jake se pencha en arrière pour l'embrasser sur le front. « Juste 30 minutes, ma puce, murmura-t-il. Je reviens avant que ton deuxième muffin ne disparaisse. » Il remonta la capuche de sa veste, attrapa la chemise en papier craft usée contenant son CV. Une page était presque tachée d'huile, et sortit dans la tempête. Dans le hall, l'air sentait le cirage aux agrumes et la confiance. Les bottes de Jake. Un grincement s'échappait à chaque pas sur le sol en marbre tandis qu'il cherchait l'annuaire. Le tableau qui indiquait autrefois les étages gisait maintenant par terre, renversé par des flèches et des étiquettes trop trempées pour être lisibles. Il leva les yeux vers le bureau d'accueil vide. Personne en vue. Il sortit le SMS froissé de sa poche. Entretien pour un poste de concierge. 10 sur Royam, 17e étage. Il appuya sur le bouton de l'ascenseur et monta, sentant la distance grandir entre lui et la vie qu'il connaissait. Au 17e étage, il déboucha dans un couloir étroit où 2 portes vitrées étaient grandes ouvertes. À l'intérieur, une salle de conférence élégante bourdonnait de tension. Des hommes et des femmes bien habillés étaient assis autour d'une table en noyer poli, feuilletant des portfolios, sirotant dans des verres ce qui était probablement de l'eau de concombre. Jake hésita. Puis une jeune femme avec un casque sortit d'une pièce annexe, le regard rivé sur lui. « Vous êtes ici pour l'entretien d'assistant de direction, n'est-ce pas » demanda-t-elle, bloc-notes à la main. L'assistant de direction se figea. « Assistant de direction » ? Je crois, balbutia-t-il, incertain. Elle jeta un coup d'œil à la liste, fronça légèrement les sourcils, puis fit signe, « Asseyez-vous. Le PDG sera bientôt là. » Jake se glissa sur la seule chaise libre, à côté d'un homme en costume bleu marine sur mesure, qui jeta un coup d'œil à son jean délavé et laissa échapper un léger soupir critique. Jake fouillait dans son dossier de CV, souhaitant au moins qu'il soit sec. Il ne devrait pas être là. Il s'apprêtait à se lever et à sortir lorsque la porte vitrée s'ouvrit. Elle entra comme si la tempête s'était arrêtée pour elle. Ses cheveux anthracite, coupés en un chignon bas, ses yeux pouvaient arrêter une salle, et ils le firent. Tous les candidats se redressèrent. Certains sourirent, d'autres s'éclaircirent la gorge. Jake ne bougea pas. Il ne pouvait pas, car la femme debout au bout de la table, le PDG, le regardait droit dans les yeux. Et elle ne clignait pas des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à peine, comme pour dire quelque chose, puis se refermèrent. Ses jointures blanchirent autour du dossier qu'elle tenait à la main. Jake remua sur son siège, perplexe. L'avait-elle offensé? L'avait-elle reconnu? Mais c'était impossible. Elle cligna des yeux une seule fois, puis se tourna vers la salle. « Merci à tous d'être venus, dit-elle d'une voix douce et polie. Avant de commencer, j'aimerais avoir de vos nouvelles, elle regarda Jake droit dans les yeux. Toi, commençons par toi. L'homme en costume de la marine tressaillit. Jake regarda autour de lui. Moi, demanda-t-il, incrédule. Oui, dit-elle. Dites-moi pourquoi vous êtes ici. Jake s'éclaircit la gorge. Eh bien, je suis venu pour un autre entretien, en fait. Je crois que je me suis trompé de salle. Des rires nerveux parcoururent le groupe. Mais le PDG ne sourit pas, alors pourquoi êtes-vous resté? Jake hésita, puis dit, parce que j'ai promis à ma fille d'essayer toutes les portes aujourd'hui, même si elles ne m'étaient pas destinées. Silence.
Le costume de la marine bougea, inconfortablement. Quelqu'un toussa. Marie-Saline, bien que Jake ne connaisse pas encore son nom, posa son dossier sur la table. Bonne réponse. Elle regarda les autres. Il s'est trompé de poste. Et c'est le seul à avoir dit quelque chose de vrai. Quelques-uns restèrent bouche bée. Je vais faire des entretiens individuels, dit-elle. En commençant par Monsieur Dawson, répondit-il, stupéfait. Jake Dawson. Elle fit un léger signe de tête. Monsieur Dawson, si vous voulez bien me suivre. Jake se leva, serrant son dossier humide comme une bouée de sauvetage, et la suivit dans le couloir. Il jeta un coup d'œil en arrière et vit plusieurs candidats le fixer comme s'il était entré avec un ticket d'or. Ils entrèrent dans un bureau d'angle dont les fenêtres du sol au plafond étaient brouillées par la pluie. Elle ferma la porte derrière eux et resta dos à la porte, silencieuse. Jake remua maladroitement. Je suis vraiment désolé. J'ai dû m'en souvenir. Vous vous souvenez de moi? Elle interrompit sa voix un peu plus doucement. 7 ans plus tôt. Sous un lampadaire, une station-service près de l'autoroute 22. Il pleuvait. Jake fronça les sourcils, cherchant à dissiper le brouillard de ses souvenirs. Une fille était assise sur le trottoir. Elle continua sa voix, légèrement tremblante. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle pensait que personne ne remarquerait sa disparition. Mais un homme s'arrêta. Il lui donna son unique manteau. Il ne lui demanda pas son nom. Il dit simplement. Les lèvres de Jake remuèrent sans réfléchir. Ne le rends pas, passe-le-moi. Un jour. Elle expira brusquement, comme si elle retenait son souffle depuis des années. Jake le fixa du regard. C'était toi. Marissa hocha la tête. Ses yeux brillaient maintenant, mais son expression restait ferme. Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait cette nuit-là, dit-elle. Et je ne crois pas aux coïncidences, Monsieur Dawson. Je crois aux portes qui s'ouvrent exactement au moment où elles sont censées s'ouvrir. Elle se dirigea vers son bureau, prit un dossier et se tourna vers lui. J'aimerais que tu travailles avec nous, pas comme assistante de direction. Elle sourit faiblement. Ce serait cruel. Mais il y a un projet de sensibilisation communautaire auquel je pense que tu es destiné. Jake cligna des yeux, stupéfait. Je n'y connais rien en sensibilisation, dit-il. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu n'es pas obligé. Tu as déjà sauvé une vie en étant présent. On verra ce qui se passera quand tu seras présent pour en avoir d'autres. Jake déglutit difficilement et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit la tempête s'apaiser. Elle était froide, trempée et invisible. Cette nuit-là, 7 ans. Il y a quelques années, la pluie s'était abattue comme un jugement, lourde, impitoyable, de celle qui anéantissait même les résolutions les plus solides. Marie-Saline était assise sous un lampadaire vacillant derrière une station-service à moitié abandonnée, près de l'autoroute 22, les genoux repliés sur sa poitrine, son sac à dos serré comme un bouclier. Son manteau, volé la veille pendant sa sieste au refuge municipal, avait été sa dernière protection, au sens propre comme au sens figuré. Il ne lui restait plus que la douleur au ventre et l'écho de sa propre voix, plus tôt dans la journée. Je vais bien. Elle, non. Loin de là. À 27 ans, avec un diplôme de psychologie, elle n'avait pas les moyens de terminer ses études. Plus de famille, plus d'amis du système d'accueil familial et un emploi perdu après un seul jour de maladie. Trop. Marissa était devenue ce qu'elle craignait le plus, et ce soir-là, elle n'avait pas l'intention de revoir le lever du soleil. L'air sentait le diesel et le sucre racise. Quelque part au loin, un camion passa en trombe sans ralentir. Le monde ignorait sa présence, et encore moins l'envie de le savoir. Puis les phares. Ils transpercèrent la tempête comme un miracle ou un avertissement. Un vieux camion rouillé ralentit près du trottoir. Marissa se tendit, prête à courir. Mais elle ne le fit pas. Elle n'en avait pas l'énergie. Ou peut-être s'en fichait-elle désormais. Le moteur coupa. Un homme en sortit. Elle se souvint du bruit de ses bottes, lourdes et éraflées, familier. Pas le claquement calculé de quelqu'un sur le point de lui faire la morale. Pas le pas nonchalant d'un ivrogne. Juste des pas. De vrais pas. Il portait un jean, une chemise en flanelle sous une veste de travail humide. Pas de parapluie, pas de badge, pas de questions. Bonsoir, dit-il doucement, les mains dans les poches, sans s'approcher.
Je ne voulais pas vous surprendre. Marissa leva les yeux mais ne dit rien. Il devait avoir la trentaine, les yeux bleus sous une casquette, la voix basse, sans rien lui demander. Vous avez besoin d'aide, demanda-t-il après un moment. Pas comme un flic, pas comme un pasteur, comme une personne. Non, grogna-t-elle. Il hocha la tête comme si c'était juste. Puis il se dirigea vers son camion. Mais à mi-chemin, il s'arrêta, retira sa veste, fit demi-tour et la lui tendit. Elle n'est pas neuve, mais elle est chaude. Elle leva les yeux vers lui. Je ne suis pas un cas de charité. Non, dit-il doucement. Tu es quelqu'un qui reste sous la pluie. Elle hésita. Elle voulait dire non. Elle voulait se raccrocher à une forme de fierté. Mais son corps la trahit, tremblant si fort que ses dents claquèrent. Elle tendit la main, effleurant à peine le tissu, s'attendant à ce qu'il la lâche. Il ne l'a pas fait. Ne la rends pas, dit-il. Passe-la-moi. Un jour. Sa prise se resserra, et d'un coup, il la lâcha et se détourna. Elle le fixa, stupéfaite. Attends, appela-t-elle presque involontairement. Comment t'appelles-tu? Il ouvrit la portière de son camion, mais ne monta pas. Par-dessus son épaule, il répondit à Jake. Et puis il disparut, englouti par la pluie et la nuit. Elle garda cette veste pendant le reste de la journée. 2 ans. Même après avoir trouvé un emploi, même après avoir emménagé dans une chambre chauffée au sous-sol, même lorsqu'elle commençait à reconstruire sa vie petit à petit, il était toujours là. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'il lui rappelait quelque chose qu'elle avait failli perdre à jamais. L'espoir. Pas celui qui s'exprimait bruyamment. Pas celui qui s'accompagnait de discours ou de banderoles, mais celui qui surgissait discrètement, vous tendait un manteau et ne demandait rien en retour. De retour dans le présent, Marissa se tenait dans son bureau, le regard fixé sur la pluie qui reflétait celle de ses souvenirs. Mais cette tempête semblait différente. Jake Dawson était de retour dans sa vie, et il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait pour elle ce soir-là. Elle se souvenait encore du poids de son manteau sur ses épaules, de la chaleur, de la dignité qu'il lui avait insufflée en ne lui demandant pas ce qu'elle faisait dehors, en ne la jugeant pas, en ne lui offrant ni conseil ni pitié. Ce manteau lui avait donné le sentiment d'être vu. Et maintenant, 7 ans plus tard, il se tenait dans sa salle de réunion, pensant être là pour un entretien. Travail, complètement inconsciente qu'il avait été le tournant de l'histoire de quelqu'un d'autre. Marissa alla à sa bibliothèque, ouvrit une petite boîte en cèdre et en sortit le manteau. Il était toujours là, usé, un peu déchiré à la manche, mais soigneusement plié, préservé comme une relique. Elle pressa ses doigts dans le tissu et ferma les yeux. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, c'était une responsabilité. Elle avait bâti un empire d'outils de soutien en santé mentale, une plateforme technologique qui mettait en relation des personnes en difficulté avec des conseillers et des ressources de pairs, désormais utilisée dans 5 États et soutenue par de grands investisseurs. Mais rien de tout cela ne serait arrivé si un mécanicien ne s'était pas arrêté sous la pluie ce soir-là pour lui offrir quelque chose de plus que de la chaleur. De l'humanité. Et maintenant, ce même homme était là, cherchant du travail pour subvenir aux besoins de sa petite fille. Elle revit les poignets effilochés de sa chemise, le désespoir silencieux dans ses yeux, celui qu'on ne peut pas feindre. Les mêmes yeux qu'il avait regardés à l'époque, sans jugement, sans intention, juste avec bienveillance. Elle ne laisserait pas le monde l'ignorer, vu la façon dont il l'avait presque dépassé. En bas, Jake attendait au café de l'immeuble, un café gratuit à la main, se sentant mal à l'aise. Toujours incertain de la raison pour laquelle la PDG elle-même avait demandé à le voir, se demandant encore si tout cela n'était pas une sorte de confusion cosmique, il regarda la pluie, les doigts serrés autour de la tasse. Le visage d'Emma lui revint en mémoire, son sourire endormi du matin, la façon dont elle avait dit « Tu peux y arriver, papa ». Comme si c'était un sortilège. Il devait trouver quelque chose, n'importe quoi pour elle. Mais quelque chose chez la femme à l'étage avait éveillé quelque chose au plus profond de lui. Son regard, comme si elle ne voyait pas une étrangère, comme si elle se souvenait de quelque chose. Il n'arrivait simplement pas à comprendre quoi. Pas encore. Mais la tempête, extérieure comme intérieure, était loin d'être terminée. La tempête s'était apaisée lorsque Jake remonta dans l'ascenseur, mais quelque chose en lui tourbillonnait encore comme des nuages d'orage au-dessus d'un avion. Il serrait la tasse de café tiède, bien qu'il n'en ait pas bu plus d'une. Une gorgée. Ses mains étaient trop occupées par le stress. Il n'avait rien à faire ici, et il le savait. Pas à cet étage,
pas dans une tour de verre remplie de magiciens du numérique et de gens raffinés qui arboraient une assurance inébranlable. C'était un mécanicien taché de graisse avec un camion rouillé, un seul CV et une fille qui se croyait encore capable de tout réparer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le niveau exécutif où Marissa Lynn attendait déjà. « J'espère que vous aimez les ascenseurs », dit-elle avec un sourire narquois, touchant ses lèvres. Jake rit maladroitement, se demandant s'il était accueilli ou escorté dehors. Je me suis dit que j'étais déjà en route. Marissa fit un signe de tête vers le couloir. « Viens avec moi. » Ils passèrent devant des bureaux ouverts, des gens parlant à voix basse avec des casques, des écrans lumineux se reflétant dans la vitre. Jake essaya de ne pas fixer un endroit trop longtemps. Il se sentait comme un homme errant dans le rêve de quelqu'un d'autre. Finalement, ils entrèrent dans une pièce plus calme, toujours élégante, mais plus chaleureuse. Des panneaux de bois, des plantes d'intérieur, une longue table jonchée de dossiers, de tableaux d'ambiance et de postes ATS. Un tableau blanc affichait les mots « Action communautaire, initiative hivernale ». « C'est ici que je pense que ta place est la tienne », dit simplement Marissa. Jake cligna des yeux. « Tu veux que je t'aide ? Je veux que tu diriges. » Il faillit laisser tomber son café. « Diriger » répéta-t-il. « Madame, je suis Marissa », corrigea-t-elle doucement. « Et oui, je ne vous demande pas de faire des pitchs auprès de capital risqueurs ou de coder. Je vous demande de faire ce que vous avez fait pour moi, vous mobiliser pour ceux qui se sentent invisibles. C'est tout l'intérêt de ce programme. Une vraie aide, une vraie chaleur humaine, pas de discours, pas de caméra, juste de l'action. » Jake expira lentement, essayant de saisir l'ampleur de la proposition. « Je suis mécanicien, père célibataire. Je n'ai jamais rien organisé de plus important qu'une collecte de fonds pour mon école. » Marissa s'approcha, le regard fixe. « C'est exactement pour ça que je te pose cette question. Tu n'es pas là pour un diplôme. Tu es là parce qu'à un moment où tu n'avais rien à gagner, tu as donné quelque chose qui a changé ma vie. Je veux ce genre de personnalité pour ce projet. » Jake se tut. Non pas par modestie, mais parce que quelque chose dans sa voix lui laissait croire qu'elle était sincère. « Mais je ne sais même pas ce que c'est, » dit-il au bout d'un moment en désignant la table. Marissa prit un dossier et l'ouvrit. « Nous lançons un programme d'action humanitaire hivernale en partenariat avec des refuges, des centres d'aide temporaires, des cuisines gérées par des bénévoles. Mais nous avons besoin de quelqu'un sur le terrain qui comprenne les gens, quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle, quelqu'un qui a vécu la situation. » Jake baissa les yeux sur une maquette de prospectus intitulée « The Warmth in One Coat ». Une histoire, une vie. Une sensation lui serrait la poitrine. « Je suis payé pour ça. » Marissa sourit. « Plus qu'un concierge, moins qu'un PDG, mais assez pour aider votre fille à dormir au chaud et à manger mieux que des crackers de distributeur automatique. » Jake riait, à sa propre surprise, sentit ses yeux lui piquer. « Je ne sais pas si je suis la personne idéale pour ça, » dit-il, « mais je veux essayer. » Elle lui tendit la main. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Leur poignée de main était ferme. Réelle. Sans prétention. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et un jeune homme avec d'épaisses lunettes et un sweat à capuche technique entra. « Désolé, Marissa. La mise à jour du système a planté au 5e étage. On a perdu les journaux de messagerie et il s'est figé en voyant Jake. »« Oh, dit-il. J'essayais de me cacher. Je ne savais pas que tu étais avec quelqu'un. » Marissa hocha la tête. « Voici Jake Dawson. Il dirigera l'initiative hivernale. » L'homme esquissa un sourire crispé, visiblement incertain. Jake tendit la main. « Enchanté. » L'homme hésita, mais finit par la serrer. « Kyle, système de données. Bonne chance pour ce qui est de ça. » Quand Kyle partit, Jake se gratta le cou. « Je crois que je viens de recevoir ma première rebuffade polie. » Marissa rit. « Laisse-toi faire. La moitié d'entre eux ne savent pas parler aux gens, sauf en code. » Jake sourit. « Je suppose que je parle une langue plus ancienne. C'est exactement pour ça qu'on a besoin de toi. » Cet après-midi-là, Jake resta pour rencontrer l'équipe avec laquelle il allait travailler. C'était éclectique. Une mère célibataire fougueuse nommée Trina, qui s'occupait de la logistique et conduisait un monospace cabossé avec des autocollants disant « Le café d'abord, l'humanité ensuite ». Louis, un diplômé universitaire de première génération à la voix douce, dont le CV dépassait largement sa confiance en lui et qui tapait plus vite qu'il ne parlait.
Et Zayn, un recruteur de programme de réinsertion sociale à l'apparence dure et au passé de mauvaises décisions, comme il l'a dit. Disons-le, mais avec un instinct aiguisé et un cœur profondément enfoui. Aucun d'eux ne ressemblait à des professionnels traditionnels du secteur associatif. Aucun ne portait de costume, et aucun ne semblait particulièrement ravi de rendre des comptes à Jack. Nous avons eu 3 pistes en 2 mois, dit Trina d'un ton neutre. L'une a oublié nos noms. Une autre a volé des subventions, et une autre a pleuré sans jamais revenir. Jack accepta cela d'un hochement de tête. Eh bien, dit-il, je n'ai jamais dirigé une équipe comme celle-ci, et je ne sais pas comment fonctionne la moitié de ces formulaires, mais je sais ce que c'est que d'avoir froid, d'avoir peur et d'être ignoré. Alors, si vous voulez bien m'accompagner pendant que je réfléchis, je vous promets que je n'oublierai jamais vos noms. Je ne volerai rien, et si je pleure, ce sera après les heures de bureau. Il y eut un silence. Puis Trina esquissa un sourire. Louise rit. Zayn leva les yeux au ciel, mais resta. Ils ne dirent pas « Bienvenue à bord », mais personne n'est parti. Pour Jack, c'était suffisant. Ce soir-là, de retour au petit appartement, Emma était déjà en pyjama, coloriant sous une couverture, quand Jack revint. « Tu as décroché le poste ?» demanda-t-elle. Il s'agenouilla près d'elle, l'embrassa sur la tête et murmura « J'ai décroché quelque chose d'encore mieux. » Elle rayonna « Tu vas encore réparer des trucs. » Il sourit. Oui, mais d'une manière différente cette fois. Elle ignorait ce que cela signifiait. Pas encore. Mais Jack, lui, si. Et pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de retrouver le chemin de quelque chose d'important, quelque chose de plus grand que la survie, quelque chose de plus proche de son but. Jack se tenait au bout de la longue table pliante, les yeux rivés sur un tableau blanc maculé de plans à moitié effacés, dont les capuchons de marqueurs, sans traces de café, tachaient les bords. La salle de réunion était sans fenêtre et sentait légèrement l'encre effaçable à sec et la vieille pizza, mais il avait l'impression d'entrer dans un garage avant la première étincelle, brute, désordonnée, pleine de possibilités. En face de lui, sa nouvelle équipe, Trina, Louise et Zayn, était assise. 3 paires d'yeux, 3 couches de défense. Scepticisme, 3 personnes qu'il aime n'étaient pas censées avoir leur place dans un bâtiment comme celui-ci. Jack commença donc d'une voix ferme mais décontractée. Je suppose qu'on commence par ce qui ne fonctionne pas. Louise haussa un sourcil. Tout? Jack esquissa un sourire. Bon point. Soyons plus précis. Pourquoi les 3 dernières pistes ont-elles échoué? Trina se renversa dans son fauteuil, les bras croisés. Parce qu'il parlait trop, qu'il s'en fichait trop, ou qu'il paniquait dès que les choses se compliquaient. Louise ajouta, et l'un d'eux a utilisé le team building comme excuse pour nous lire des poèmes sur les nuages. Zayn grogna. Il a tenu 6 jours. Jack hocha lentement la tête. D'accord, pas de poésie. Compris. Le coin des lèvres de Trina se contracta. Il s'approcha de la table. Je ne suis pas là pour prétendre en savoir plus que toi. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais dirigé d'initiative communautaire. Je suis mécanicien. Je sais réparer des moteurs et préparer des repas scolaires. Mais j'ai été fauché, effrayé et ignoré. Et je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'un coup de main et de se faire sermonner à la place. Le silence resta dans la salle, mais quelque chose s'apaisa presque imperceptiblement. Jack fit un geste vers le tableau. On a 4 semaines pour lancer ce truc. La ligne de chaleur. Ça veut dire qu'on a besoin de collecte de manteaux, de centres de distribution, d'abris temporaires et de bénévoles qui ne disparaîtront pas avec le froid. Louise pencha la tête. Tu veux qu'on reparte de zéro? Jack secoua la tête. Non, je veux qu'on parte du concret, de ce qui marche déjà, de ceux qui font déjà du bien et qui sont ignorés. Trina décroisa enfin les bras. Je connais un type à East Portland qui gère un food truck qui nourrit les sans-abri. Les vétérinaires. Il ne fait pas de publicité, ne pose pas de questions, il débarque. Parfait, dit Jack. Allons lui rendre visite. Zayn prit la parole d'une voix rauque. Il y a un coiffeur près de Columbia Park. Il coupe les cheveux gratuitement le dimanche. Il était dans son fort intérieur, il dit que des cheveux propres changent la façon dont un homme se voit. Les yeux de Jack s'illuminèrent. C'est de ça que je parle. Il prit un marqueur et griffonna des noms au tableau. Les lettres tremblaient mais étaient pleines d'élan. Pour la première fois depuis longtemps,
il sentit une vague de puissance le traverser. Ni l'adrénaline, ni la peur, mais l'espoir. Cet après-midi-là, ils s'entassèrent dans le monospace cabossé de Trina, 3 ceintures de sécurité déchirées, un dinosaure en peluche sous le siège passager et un tableau de bord qui clignotait, vérifier le moteur, toutes les 10 secondes. Ironie du sort, marmonna Jake en tapotant le volant. Trina renifla. Elle est peut-être laide, mais elle est loyale. Ils traversèrent des quartiers souvent oubliés sur les plans de ville. Des rues sans des trottoirs, des maisons aux fenêtres condamnées, des centres communautaires fonctionnant grâce aux dons et à la persévérance. Louise prenait des notes à l'arrière en tapotant sur son ordinateur portable tandis que Zayn, le regard en alerte sous sa capuche, chevauchait. Leur premier arrêt, le food truck. Le conducteur, un vétéran nommé Hank, servait du chili dans un bus scolaire rénové à la peinture camouflage délavée et une pancarte improvisée. Pas de questions, juste de la nourriture. Jake lui serra la main. On n'est pas de la ville. On n'est pas là pour réglementer quoi que ce soit. On veut juste aider. Hank l'observa. C'est vrai. Jake hocha la tête. On a des fonds, des couvertures, une équipe qui s'agrandit, mais on a besoin de gens qui connaissent déjà les gens. Hank versa une autre louche de chili dans un bol cabossé, l'attendit à un adolescent sans chaussures, puis se tourna vers Jake. Tu reviens la semaine prochaine, peut-être que je te croirai. Jake sourit. D'accord. Prochain arrêt, le coiffeur, un homme à la voix douce nommé Darren, aux yeux fatigués et aux mains sculptées comme du bois. Sa petite boutique faisait également office d'espace sécurisé. Les murs étaient couverts d'hommes souriants, aux coupes fraîches et un peu plus dignes qu'à leur arrivée. Jake regarda Darren tendre un miroir à un homme d'âge moyen qui semblait ne pas s'être vu depuis des semaines. Tu l'as toujours, murmura l'homme. Cette phrase frappa Jake en plein cœur. De retour dans la camionnette, Jake expira bruyamment. On ne construit pas un projet, dit-il. On construit un pont. Zayn acquiesça d'un rare signe de tête. Faisons juste attention à ne pas tout brûler une fois terminé. Ce soir-là, alors que le crépuscule laissait place au froid, Jake se tenait avec Trina devant une église transformée en refuge avec laquelle ils espéraient collaborer. Elle alluma une cigarette, les mains légèrement tremblantes. Tu es différent, dit-elle sans le regarder. Jake haussa un sourcil. Comment ça? Tu écoutes vraiment. C'est rare par ici. La plupart des gens veulent arranger les choses pour se sentir bien. On veut juste que les gens se sentent humains. Jake s'appuya contre le mur de briques. Je n'ai pas toujours été comme ça. Trina lui jeta un coup d'œil. Il sourit faiblement. Il lui fallut beaucoup de pertes pour comprendre à quel point les gens comptent, surtout ceux que personne ne voit. Elle jeta H au sol d'une pichenette, puis le regarda attentivement. Tu vas te consumer. Si tu essaies de porter tout le monde. Jake secoua la tête. Je ne porte personne. J'ouvre juste la porte. Ils restèrent un moment silencieux. Finalement, Trina dit, tu sais, tout ça va sûrement mal tourner. Absolument, répondit Jake. Mais au moins, on va faire un beau bazar. De retour à la maison, Emma le salua avec 2 questions. Tu t'es fait des amis? Et on peut avoir des crêpes pour le dîner? Jake la prit dans ses bras en riant. Oui aux 2. Alors qu'ils retournaient des crêpes dans leur petite cuisine, Jake sentit quelque chose changer. Pas dans le monde, mais en lui-même. Il n'était pas l'homme de la situation sur le papier. Mais pour la première fois, il n'avait pas besoin de papier pour prouver quoi que ce soit. Il avait une équipe. Il avait un but. Et peut-être, juste peut-être, était-il exactement là où il était censé être. La pluie revint aussi vite qu'elle était partie. Jake pressa son front contre la vitre froide de l'appartement, regardant les ruisseaux dévaler comme s'ils étaient pressés de toucher le fond. Dehors, les rues scintillaient sous les lampes au sodium. À l'intérieur, l'air était trop calme. La respiration douce d'Emma dans la pièce voisine était le seul signe que cet endroit était encore un foyer. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Entre les réunions de planification interminables, les déplacements aux 4 coins de la ville pour des partenariats et l'aide apportée à Emma pour terminer son projet scolaire sur les oiseaux migrateurs, il fonctionnait à la force de la volonté et à une prière qu'il n'était pas sûr que quiconque écoute. Son téléphone vibra. Trina urgente. Le budget avait été réduit. Vérification des emails. Jake s'assit durement au bord du canapé et ouvrit sa boîte de réception.
Il parcourut les notifications automatiques des propositions de subvention, la 4e révision du manuel des bénévoles de Louisa, puis découvrit qu'elle faisait l'objet d'une réaffectation budgétaire interne et nécessitait des ajustements immédiats. Le courriel était clair et brutal. Suite à une redistribution de dernière minute des ressources du 4e trimestre, le financement des initiatives de sensibilisation hivernale avait été réduit de 40%. Cela signifiait moins de couverture, moins de repas, moins de personnes aidées et beaucoup plus d'explications à fournir. Il se frotta le visage d'une main et laissa échapper un soupir qui lui parut insupportable. Comme si c'était bloqué depuis des années. La vraie tempête n'était pas à l'extérieur. C'était ça. Comment dire aux gens, à ceux qui ont enfin cru en quelque chose de bien, que ça pourrait bien ne pas arriver finalement? Le lendemain matin, Jake se tenait de nouveau devant le tableau blanc. Son équipe était assise en silence. Louis était pâle. Trina avait les bras croisés, la mâchoire serrée. Zayn mâchait un stylo comme s'il lui devait de l'argent. On a perdu 40%, dit Jake d'un ton simple. Pas d'avertissement, pas de procédure d'appel, c'est fini. Personne n'a rien dit. On ne peut pas tenir nos promesses, marmonna Louis. On va se moquer de nous. Non, répondit Jake. On ne va pas se moquer de nous. Mais il va falloir tout repenser. Ricana Trina. On fonctionnait déjà au ruban adhésif et aux faveurs. Et maintenant? Embrasser les gens jusqu'à ce qu'ils se sentent bien. Jake marqua une pause, puis s'approcha du tableau. Avec le marqueur rouge, il dessina un seul mot au centre, confiance. Il se retourna vers eux. Les gens ne nous disaient pas oui à cause du budget. Ils disaient oui parce qu'ils croyaient qu'on les voyait. Parce qu'on n'essayait pas de les aider. On marchait à leur côté. Louise fronça les sourcils. Mais sans manteau, sans fourniture, qu'est-ce qu'on donne vraiment? Jake tapota le mot « ceci ». Zayn parla enfin. Tu veux qu'on aille dire aux gens qu'on leur a coupé la corde, mais on en sourira. Jake secoua la tête. Je veux qu'on leur dise la vérité. Et ensuite, je veux qu'on leur demande ce dont ils ont besoin. Ce n'est peut-être pas 500 manteaux. Peut-être 2 camionnettes fiables ou 10 radiateurs portables. Peut-être juste qu'ils soient là quoi qu'il arrive. Trina le regarda d'une voix plus basse. Tu vas vraiment aller là-bas et dire ça? Jake hocha la tête aujourd'hui. Elle prit son manteau. Alors je t'accompagne. Ils commencèrent avec le food truck. Hank remuait une cuve de soupe aux lentilles, son haleine visible dans l'air matinal. Jake expliqua les réductions budgétaires. Hank ne broncha pas, je m'en doutais, dit-il en versant la soupe dans des gobelets biodégradables. C'est pour ça que je n'ai pas dit oui pour les couvertures. J'ai dit oui parce que personne d'autre n'est venu me le demander. La gorge de Jake se serra. Alors, tu seras toujours de la partie? Hank leva les yeux. Tu viens toujours la semaine prochaine? Ouais. Alors on est toujours en activité. Chez le coiffeur, Darren marqua une pause en plein fondu pour écouter les nouvelles. Puis il haussa les épaules. Tu sais ce qui ne coûte rien, dit-il en coupant les cheveux autour des oreilles d'un homme. Écouter, sourire, donner à quelqu'un le sentiment qu'il mérite une coupe nette. Jake sourit. On apporte le café. Tu apportes la tondeuse. De retour au bureau, l'équipe se regroupa. Zayn semblait moins tendu. Louise avait déjà créé une feuille de calcul intitulée « Impact avec $0 » et Trina avait lancé un nouvel appel à la communauté sur les réseaux sociaux. Pas de campagne de charité. Pas de gros sous, juste des gens qui se présentaient. Rejoignez-nous. En 2 heures, plus de 50 bénévoles s'étaient inscrits. Certains offraient de leur temps. D'autres apportaient du matériel. Une femme avait envoyé un message, « Je tricote des écharpes. Je ne suis pas rapide, mais je ne m'arrête pas », Jake ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils ne perdaient pas leur élan. Ils reprenaient du poil de la bête. Ce soir-là, Jake rentra chez lui et trouva Emma recroquevillée sur le canapé, le visage rouge et les yeux vitreux. « Dis donc, ma petite. » Il s'accroupit près d'elle et lui toucha le front. Trop chaud. Emma essaya de se redresser. « Je vais bien, papa. »« Non, tu ne vas pas bien, » murmura-t-il. « On va arranger ça. » Il appela l'infirmière de garde. La clinique était fermée. Les urgences signifiaient de longues heures et une facture qu'il ne pouvait pas payer. Il ouvrit l'armoire à pharmacie. Il restait un antipyrétique pour enfants, périmé.
Il fixait la rage et l'impuissance qui tourbillonnaient en lui. Il avait été tellement concentré sur l'aide à la ville qu'il avait oublié à quel point il était encore proche du bord du gouffre. Et Emma, tout pour lui, en payait le prix. Il ne dormit pas de la nuit. Il s'assit à côté d'elle, un linge humide et des compresses froides, murmurant des histoires de filles courageuses et de gentils dragons, et comment parfois même les chevaliers avaient besoin d'aide. Quand sa respiration ralentit enfin, il ouvrit son portefeuille. 2 billets de 20, un de 5. C'était tout. Ces dernières économies avaient servi à acheter des fournitures pour leurs équipes de sensibilisation. Il n'en avait parlé à personne, pas même à Marissa. Parce que ça lui semblait juste. Tant mieux. Maintenant, il n'en était plus sûr. Le matin arriva, gris et impitoyable. Jake se tenait dans la cuisine, attendant que la bouilloire bout, les yeux creux. Puis on frappa à la porte. Il ouvrit et trouva Trina tenant un sac en papier craft. Louise dit, « Tu es parti tôt hier, dit-elle. » Mon frère. Jake essaya de la remercier, mais l'émotion lui serra la gorge. Trina le regarda et vit Emma endormie sur le canapé, une couverture jusqu'au menton. Elle ne dit rien, s'avança simplement, posa le sac et en sortit un flacon de paracétamol pour enfants. Jake cligna des yeux. « Comment ça va ? » « Je suis maman, » dit-elle. Nous remarquâmes les signes. Puis elle le regarda droit dans les yeux. « La prochaine fois, demande de l'aide. Tu n'as pas besoin de jouer les héros à chaque instant. » Jake déglutit difficilement et hocha la tête. Car à cet instant, dans le silence de ce petit appartement, il réalisa quelque chose de profond. La chaleur qu'il avait tenté de transmettre à la ville lui était déjà revenue. La ville était enveloppée de brouillard ce matin-là, douce et lourde comme un souvenir. Marissa se tenait dans le silence de son bureau privé, les murs insonorisés bloquant le bourdonnement des emails, des réunions et du chaos poli derrière la vitre. Dans ses mains, elle tenait quelque chose qui n'appartenait pas au monde qu'elle dirigeait désormais. Un manteau effiloché au poignet, la fermeture éclair un peu rebelle. La couleur, autrefois d'un brun profond, avait pâli, laissant place à une chaleur plus intense qu'à un pigment. Plié soigneusement dans sa boîte à souvenirs doublée de cèdre, le manteau sentait vaguement le vieux jean et l'air hivernal. Elle n'y avait pas touché depuis des années, non par oubli, mais parce que certaines choses sont trop sacrées pour être manipulées au quotidien. Pourtant, avec Jake Dawson de retour dans son orbite, le manteau semblait irradier à travers le bois comme un battement de cœur qu'elle n'avait pas remarqué depuis des années. Elle le déposa délicatement sur la table de conférence, caressant les coutures du bout des doigts. 7 ans. 7 longues années depuis la nuit où elle avait failli disparaître. Pas au sens littéral du terme, mais de cette manière plus profonde et plus silencieuse dont les gens disparaissent quand personne ne les voit, quand personne ne prononce leur nom. Cette nuit-là, elle était assise sous le lampadaire vacillant, le jean trempé, l'estomac vide, et une âme qui ne croyait plus aux portes qui s'ouvraient jusqu'à ce qu'un inconnu s'approche et lui offre sa chaleur. Pas de lien, pas de nom, pas de sermon. Juste les mots qui s'étaient enfouis dans sa poitrine et y étaient restés. Ne l'auront pas fait le passer un jour. Depuis, elle avait vécu ces paroles au quotidien. L'entreprise qu'elle avait fondée, les programmes qu'ils avaient lancés, chaque bourse anonyme, chaque refuge d'urgence, chaque SMS tard le soir pour quelqu'un qui refusait d'affronter le matin. Tout avait commencé avec ce manteau. Et l'homme qui l'avait offert sans hésitation était maintenant assis 3 étages plus bas, à la tête d'une équipe sans ego et au cœur infini. Jake ne savait toujours pas ce qu'il avait fait pour elle. Pas vraiment, et une partie d'elle se demandait quel était le bon moment pour dire à quelqu'un qu'il t'avait sauvé la vie sans jamais savoir qu'il la tenait entre ses mains. En bas, l'équipe bourdonnait d'activité. Trina répondait aux appels des bénévoles. Louise organisait de nouveaux dons de stock qui avaient triplé du jour au lendemain. Zayn, étonnamment, construisait des étagères de fortune au sous-sol pour les vêtements d'hiver, avec la concentration tranquille d'un homme qui ne gaspille jamais ses mouvements. Et Jake, penché sur une table pliante, aidait une lycéenne timide à écrire son badge. Elle voulait se porter volontaire, mais avait peur de parler en public. Jake s'assit à côté d'elle, lui parlant à voix basse, la laissant prendre son temps. Il n'enseignait pas. Il ne faisait pas de cours. Il était, tout simplement. Et les gens s'épanouissaient près de lui à cause de cela. Marissa observait depuis le couloir le manteau plié dans ses bras. Elle hésita puis recula avant qu'il ne puisse la voir. Pas encore. Elle avait besoin qu'il le voie à travers elle, pas pour elle. Plus tard dans la journée, Jake trouva un paquet sur son bureau, emballé dans du simple papier craft.
Pas de carte, pas de mots. À l'intérieur se trouvait le manteau, le même qu'il avait oublié posséder. La couture était encore décousue sur la manche gauche, là où il l'avait surprise des années auparavant en réparant le moteur d'un inconnu. Son souffle s'arrêta. Il le tourna lentement dans sa main, comme si le souvenir allait s'échapper de la doublure. La voix d'Emma résonna dans son esprit depuis la veille. « Papa, tu vas encore réparer des trucs. » Il sourit faiblement. Peut-être y avait-il aussi les parties de lui-même qu'il trouvait trop usées. Ce soir-là, Jake retrouva Marissa dans le petit café de l'entreprise, alors qu'elle terminait un appel. Elle leva les yeux, vit le manteau sur son bras et sourit. « Tu l'as gardé ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Bien sûr. Je ne savais même pas que je t'avais donné quelque chose d'important. » Marissa le regarda, les yeux clairs mais pleins de tendresse. « C'est ça, la vraie gentillesse, Jake. Elle compte, surtout quand on ne le sait pas. » Il s'assit en face d'elle. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda-t-il. Lors de notre première rencontre, elle hésita. « Parce que je voulais que tu me montres qui tu es maintenant. Pas seulement qui tu étais ce soir-là. » Jake inclina la tête. « Et tu es toujours lui, dit-elle. Mais plus encore. Tu es l'homme qui a donné son unique manteau à un inconnu et qui est réapparu des années plus tard pour diriger un mouvement sans même s'en rendre compte. » Le poids de ces mots s'est installé entre eux comme quelque chose de sacré. Jake laissa échapper un soupir. Ce soir-là, je me souviens avoir pensé, je ne peux pas arranger sa vie. Mais peut-être que je peux arranger ce moment pour elle. Tu l'as fait, dit-elle. Et maintenant, tu en répares une centaine d'autres. Il baissa les yeux vers le manteau. J'ignorais qu'il avait encore quelque chose à faire. Marissa se pencha en avant. Ce n'est pas le manteau, Jake. C'est l'homme qui l'a donné et le fait que tu continues à le faire, un instant à la fois. Il y eut un silence entre eux, non pas gêné, mais profond. Et dans ce silence, quelque chose changea. Pas seulement de la gratitude, pas seulement de l'admiration, mais quelque chose qui pourrait un jour devenir de l'amour. Ce soir-là, Jake rentra chez lui et trouva Emma assise par terre avec du papier de bricolage et des ciseaux. « Sur quoi travailles-tu » demanda-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. « C'est un livre d'histoire, » dit-elle. « À propos de toi. » Jake cligna des yeux. « Moi. » Elle hocha la tête. « Ça s'appelle l'homme qui donne son manteau. » Il déglutit difficilement. « Ça a l'air d'être un homme bien. » Emma sourit. « Il l'est. Et à la fin, il récupère plein de manteaux, mais il n'en garde qu'un. » « Lequel ?» Elle leva les yeux. Celui qui avait donné envie à quelqu'un d'autre d'être gentil, lui aussi. Jake la serra dans ses bras, le manteau toujours plié sur le fauteuil derrière eux. Il avait fait son travail autrefois, et maintenant, grâce à sa fille dans cette ville, et peut-être même grâce à Marissa, ça recommençait. Le texto est arrivé juste après le lever du soleil. « Trina, il faut que tu descendes. » « C'est grave. » Jake se redressa brusquement, martelant déjà le sol avant même que ses pieds ne touchent le sol. Il enchaîna chaussures, clés de manteau, un baiser murmuré sur le front d'Emma et sortit en moins de 5 minutes. Lorsqu'il entra dans le parking souterrain du siège, son estomac était noué. La pluie martelait son pare-brise comme de l'électricité statique. Le trajet en ascenseur lui parut interminable. Il entra dans le chaos. La salle de projet ressemblait à un orage passé. Des chaises renversées, des dossiers éparpillés, Trina arpentait la pièce avec un visage de pierre. Louis s'était assis au bord de la table, les yeux écarquillés d'incrédulité, un papier tremblant dans sa main. Zayn se tenait contre le mur, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Que s'est-il passé » demanda Jake. Trina lui tendit le document. « Lis-le. » Jake parcourut les premières lignes et sentit le sol se dérober sous lui. Plainte officielle pour mauvaise gestion financière, projet de sensibilisation hivernale. Il cligna des yeux. « Apparemment, » dit Louise. La voix tendue. Quelqu'un a soumis un rapport interne affirmant que nous avions détourné des fonds, acheté des fournitures non autorisées, distribué des ressources à des destinataires non vérifiés et manqué de documentation de base. Jake leva les yeux. Ce n'est pas vrai. Chaque élément était enregistré. Chaque nom, intervint Trina. Peu importe. Ils ont déposé la plainte auprès du service juridique et financier. Les RH l'ont signalé. Tant qu'une enquête n'aura pas été menée, toute activité est gelée.
Toute activité. La voix de Jake se brisa. Zayn hocha la tête une fois. Pas de camionnette, pas de bénévoles, pas de distribution, rien. Jake agrippa le bord de la table. Qui a déposé ça? Louis hésita. Nous ne sommes pas censés le savoir, mais l'identifiant du document remonte à Kyle. Jake cligna des yeux. Le responsable des systèmes, Louis, hocha la tête. Il est sceptique depuis le premier jour. Il pense probablement que nous sommes des amateurs jouant au philanthropique. Jake recula, se passant une main dans les cheveux. Nous sommes des amateurs, mais nous avons fait plus en 3 semaines que la plupart des programmes en 1 an. La voix de Trina baissa, et c'était peut-être le problème. Ils le savaient tous. Ils avaient construit quelque chose de concret, de visible, de puissant, et cela ne plaisait pas à tout le monde. Plus tard dans la matinée, Jake se tenait devant une longue table de conférence dans la suite d'angle du service juridique, une pièce austère aux parois vitrées et à la lumière froide. Marissa n'était pas là. Elle était apparemment en réunion du conseil d'administration avec des investisseurs. Jake se tenait seul face à 2 membres du service juridique et un membre du service conformité. Il posait des questions avec une précision cinglante. Saviez-vous que vous aviez acheté des radiateurs d'appoint en dehors de la liste des fournisseurs agréés? Avez-vous autorisé des bénévoles à distribuer des marchandises sans vérification des antécédents? Pourquoi des manteaux étaient-ils distribués sans formulaire d'admission signé? Jake a répondu honnêtement à chaque question. Oui, il a acheté des radiateurs en solde parce que le fournisseur agréé coûtait le double. Oui, il a autorisé des bénévoles de confiance à distribuer les fournitures en personne. Non, il n'a pas obtenu la signature d'une femme portant un enfant en bas âge aux doigts gelés. Le silence retomba dans la salle. Finalement, l'un d'eux dit, « Nous comprenons vos intentions, monsieur Dawson. Mais les intentions ne sont pas une politique. » Jake se pencha en avant. « Dites ça à ceux qui dorment sous les ponts ce soir. » Il n'attendit pas de réponse. Il sortit, incertain d'avoir encore un badge d'ici la fin de la journée. À l'étage, Marissa fit irruption dans le couloir desquels eut reçu le message. « Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt » s'exclama-t-elle, déjà en mouvement. Trina la rejoignit près de l'ascenseur. « On a essayé. Tu étais enfermé avec des représentants du conseil. » Marissa se retourna, les yeux brillants. « Ils bloquent le programme. » Ils se figèrent. Jake Trina dit, « Pareil. » Marissa appuya sur le bouton de l'ascenseur. Pas pour longtemps. Jake se tenait dans le jardin sur le toit et dominait un espace au 21e étage qu'il avait trouvé pendant sa première semaine. Un endroit où respirer quand le poids du monde devenait trop lourd. Il n'était pas en colère. Il était épuisé. Il pensa au dessin d'Emma. L'homme qui donne son manteau. Devrait-il lui expliquer ce soir pourquoi cet homme avait été renvoyé? La porte derrière lui s'ouvrit. J'aurais dû être là. Il se retourna. Marissa se tenait à quelques pas, le vent lui arrachant les cheveux, ses talons silencieux sur le carrelage mouillé. Tu ne pouvais pas savoir, dit Jake doucement. J'aurais dû, insista-t-elle. Tu étais là-bas, à faire le travail pour lequel nous avons fondé cette entreprise, et ils ont essayé de te punir pour t'être trop soucié. Il baissa les yeux. La politique se moque de la gentillesse. Elle fit un pas en avant. Puis nous avons changé la politique. Jake leva les yeux vers les siens. Tu te battrais pour ça. Je le fais déjà. Un silence. Puis Jake dit, si je m'en vais, il passe à autre chose. Mais si tu te bats, toute l'entreprise change. La voix de Marissa s'adoucit. Alors ne pars pas tout de suite. Donne-moi 24 heures. Il hocha la tête. D'accord. Elle commença à partir, puis marqua une pause. Jake. Ouais. Elle hésita. Regrettes-tu d'avoir donné ce manteau? Il esquissa un sourire las. Chaque jour, je pensais ne jamais le récupérer. Elle cligna des yeux. Jake haussa les épaules. Mais maintenant, je me dis que peut-être il n'était jamais censé revenir. Peut-être qu'il était censé continuer. Il se tourna vers la ville en contrebas, les lumières clignotant à travers la bruine. Et pour la première fois depuis la plainte, il ne se sentait plus seul. Ce soir-là, Jake rentra chez lui épuisé, mais plus léger. Emma courut vers lui en chaussettes. « As-tu aidé quelqu'un aujourd'hui ?» Il la prit dans ses bras. « J'ai essayé, ricana-t-elle.
Alors tu as gagné. Jake la serra fort contre lui. Et même si tout semblait se briser, il réalisa quelque chose de profond et profond. Parfois, quand tout s'effondre, c'est juste l'espace qui se crée pour que quelque chose de plus fort s'élève. La salle de conseil n'avait jamais été aussi silencieuse. Ni pendant les acquisitions, ni pendant les crises boursières, ni même lorsque leur premier investisseur s'était retiré à la dernière minute, 5 ans plus tôt. Mais maintenant, alors que Marissa Lynn se tenait à la tête de la table de conférence d'Obsidian, face à 12 des voix les plus influentes de l'entreprise, on entendait le faible tic-tac de sa montre résonner contre les parois vitrées. Elle n'était pas censée être là aujourd'hui, pas dans cette salle, mais c'était elle qui avait convoqué la réunion d'urgence. Kyle était assis de l'autre côté de la salle, les bras croisés, le visage impassible, même s'il tapait nerveusement du pied sous la table. Le service juridique était assis à côté de papiers soigneusement empilés. La directrice financière semblait regretter d'être arrivée sans café. J'ai convoqué cette réunion pour examiner les allégations portées contre Jake Dawson. Marissa commença à parler d'une voix claire et calme, et surtout pour aborder ce que ces allégations révèlent sur nous. Quelques membres du conseil d'administration s'agitèrent sur leur siège. Monsieur Dawson, poursuivit-elle, était accusé de mauvaise gestion financière, de raccourcis procéduraux, d'avoir agi sans documentation complète. Elle marqua une pause. Chacune de ces allégations est factuellement vraie. Kyle se redressa, les yeux rivés sur ses notes, mais Marissa ajouta, le contexte compte. Et je pense qu'il est temps que vous entendiez toute l'histoire, non pas par courriel filtré ou note de service, mais par moi. Elle prit une inspiration, puis leur raconta la nuit d'il y a 7 ans, le manteau, l'homme qui le lui avait offert sans connaître son nom et sans rien attendre en retour. Elle raconta comment elle s'était assise sous un lampadaire, prête à disparaître, et comment ce moment de gentillesse l'avait tirée du gouffre. Elle ne pleura pas. Elle ne dramatisa pas. Elle dit simplement la vérité, et la salle se plongea dans un silence respectueux. Quand j'ai créé cette entreprise, dit-elle, j'avais juré que nous ne deviendrions jamais une de ces entreprises. Le genre qui transforme la souffrance humaine en chiffres, le genre qui donne des conférences TED sur la compassion tout en ignorant le froid qui règne à l'extérieur. Elle regarda autour d'elle, ferme, mais suppliante. Jake n'avait pas fait un mauvais usage des ressources. Il les avait utilisées exactement pour ce à quoi elles étaient destinées, sauver des vies. Un silence. Puis elle se tourna vers Kyle. Je comprends vos inquiétudes, dit-elle. Vous avez suivi la procédure, mais si cette entreprise punit des gens comme Jake pour avoir agi par empathie, alors nous avons déjà échoué. Non pas légalement, mais moralement. Kyle baissa les yeux. L'un des membres les plus âgés du conseil d'administration, une femme aux cheveux argentés nommée Evelyn Garrison, s'éclaircit la gorge. J'ai perdu mon mari à cause du froid, dit-elle doucement. C'était un vétéran. Il s'est faufilé entre toutes les mailles du filet. La salle se tourna vers elle. Si quelqu'un comme Jake avait été là, poursuivit Evelyn. Je n'aurais peut-être pas passé le dernier Noël à l'identifier grâce à un collier. Sa voix tremblait. Il nous faut plus de gens comme lui. Un silence suivit, plus pesant que le jugement. Plus juste que la politique, puis, un à un, les membres du conseil d'administration hochèrent la tête. La directrice financière croisa les mains. Nous rétablirons le financement et mettrons à jour le protocole pour autoriser les dépenses discrétionnaires d'urgence, avec une documentation adéquate après coup. Le service juridique ajouta, la plainte sera effacée. Pas de dossier, pas de retard. Kyle ouvrit la bouche, puis la referma. Marissa hocha la tête une fois. Merci. Elle se redressa. Et une dernière chose. À partir de maintenant, je démissionnerai de mes fonctions quotidiennes de PDG et nommerai un directeur de l'engagement communautaire pour siéger de manière permanente à ce conseil. Halètement, murmure. Même Evelyn parut surprise. Marissa se tourna vers la porte. Jake entra, les yeux écarquillés, la posture incertaine. Il n'avait aucune idée de la pièce dans laquelle il venait d'entrer jusqu'à ce que Marissa dise « Jake Dawson. Accepterais-tu de reprendre le rôle du silence, mais cette fois électrique ?» Jake cligna des yeux. Tu me veux au conseil d'administration. Tu as déjà été un guide pour les cœurs, dit doucement Marissa. Maintenant, je veux que tu m'aides à diriger. Jake regarda autour de lui. Ce n'étaient pas ces gens. Ils portaient des costumes plus chers que son camion. Ils utilisaient des mots comme « évolutivité » et « prévision du premier trimestre ». Mais il pensa à Emma,
aux enfants qu'ils avaient aidés, à Trina, Louise et Zayn qui étaient présents chaque jour. Il pensa au manteau et au moment sous le lampadaire. « Je ne suis pas un homme d'affaires, dit-il. »« Bien, » répondit Evelyne. « On en a plein. » Jake sourit. « Très bien, dit-il. Faisons du bien. » Plus tard dans la journée, alors que l'équipe réintégrée retournait au bureau, Trina se précipita la première, agitant un papier en l'air. « Nous sommes de retour. » Bébé Louise suivit, souriante. 6 nouveaux bénévoles étaient déjà en attente. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Zayn fit un signe de tête discret à Jake depuis le coin. « J'ai entendu dire que tu étais monté. » Jake rit. « Je ne voulais pas. » Trina lui tapota le dos. « C'est la seule façon de faire. » Ce soir-là, Marissa retrouva Jake sur le toit, adossé à la rambarde. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Je n'arrête pas de penser que j'ai failli m'en aller. Si tu n'étais pas intervenu. »« Tu es parti » l'interrompit-elle. « Pour les bonnes raisons. Mais tu es revenu. C'est ce qui compte. » Jake se tourna vers elle. « Tu n'avais pas à te battre pour moi. »« Oui, » dit-elle en s'approchant. Je marquai une longue pause. Puis elle ajouta, plus doucement maintenant. « Tu m'as sauvé la vie. Et aujourd'hui, tu m'as aidé à sauver quelque chose de plus grand que nous deux. » Leurs regards se croisèrent. Le vent lui souleva les cheveux. Il ne dit rien. Il soutint simplement son regard. Et dans cet instant de silence, sous les nuages au-dessus de la ville, quelque chose passa entre eux. Pas seulement de la gratitude, pas une obligation, mais de la confiance. Réelle, silencieuse, indéniable. En contrebas, les lumières du bureau de la ligne de chaleur se rallumèrent, et la ville, froide comme toujours, brisée comme toujours, semblait un peu plus humaine. La première neige de la saison arriva en silence. Elle tomba en rafales feutrées, flottant devant les fenêtres du centre d'accueil comme des plumes d'un ciel qui avait enfin repris son souffle. À l'intérieur, l'ancienne salle de projet bourdonnait d'une énergie nouvelle. Les tables pliantes avaient été remplacées par des bureaux en dur. Louise avait modernisé le système d'inventaire, avec des codes-barres et une tablette d'enregistrement fonctionnelle. Zayn avait installé des étagères murales fabriquées à la main. Et Trina avait créé un mur de remerciements rempli de polaroïds des enfants sur le terrain en manteau neuf, des vétérans tenant des repas chauds, des inconnus s'enlaçant près des barils de feu. Ce n'était plus seulement un projet. C'était un mouvement. Et Jake se tenait au centre de tout cela, comme si la pièce s'était agrandie autour de lui. Il ne parla pas beaucoup ce matin-là. Il n'en avait pas besoin. Il se déplaçait comme quelqu'un qui avait enfin trouvé un chez-soi. Pas celui avec un prêt immobilier, mais celui construit avec un but précis. Marissa l'observait depuis la porte. Il y avait quelque chose de différent dans son expression ces derniers temps. Moins de tension au front, moins de poids derrière ses épaules. L'homme qui était autrefois assis sur une chaise dépareillée, tenant un CV taché d'eau, marchait maintenant comme quelqu'un qui connaissait sa valeur et l'utilisait pour les autres. Et pourtant, une incertitude sourde subsistait sous son calme immuable. Marissa intervint. « Matinée chargée » dit-elle. Jake se retourna et lui adressa un petit sourire. « Ça marche enfin. On dirait que le moteur tourne bien. » Marissa pencha la tête. « C'est pourquoi j'ai besoin de te parler. » Il se figea légèrement. Elle s'approcha et lui tendit un dossier, épais et formel, son nom tapé en gras sur le devant. Jake le prit en tricotant. « C'est quoi, un CDI ?» demanda-t-elle. « Pour le poste de directeur de l'engagement communautaire, avantages sociaux complets, salaire, autonomie et une place à la table selon tes conditions. » Jake l'ouvrit, parcourut l'offre, puis la regarda. « C'est réel ?» demanda-t-il comme si le poids du dossier ne répondait pas déjà à cette question. Marissa sourit. « Aussi réel que ce manteau que tu m'as offert. » Jake rit une fois, doucement, presque essoufflé. « Tu n'as pas peur que je me plante. »« J'espère que tu te planteras, » dit-elle. « Ça veut dire que tu es humain. Ça veut dire que tu essaies. Ceux qui me terrifient sont ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas. » Jake baissa de nouveau les yeux sur le contrat. Il pensa à sa fille, aux factures payées juste à temps, aux urgences qu'il ne pouvait pas se permettre. Il pensa aux hommes et aux femmes qu'ils avaient rencontrés, des gens qui lui en avaient appris plus sur la résilience que n'importe quel manuel ou réunion de conseil d'administration. « Je n'ai jamais rien dirigé d'aussi important, dit-il.
Pas à long terme, baissa la voix de Marissa. Mais tu l'as déjà fait, croisa-t-il. Pourquoi moi? Elle ne broncha pas, parce qu'on se souvient de ce que c'est que d'avoir froid et qu'on est quand même là. Un silence s'installa entre eux. Puis Jake dit, d'accord, mais j'ai des conditions. Marissa haussa un sourcil. Vas-y. Je veux que Louis soit promu. Il fait tourner en bourrique la plupart des managers de ce bâtiment. C'est fait. Je veux que Trina soit payée et que la couverture de garde d'enfants soit déjà en place. Et Zayn, il veut obtenir une certification pour le mentorat des jeunes. Je veux qu'on s'en occupe. Marissa sourit. Tu négocies pour ton équipe avant pour toi. Jake haussa les épaules. C'est grâce à eux que tout cela fonctionne. Elle lui tendit la main. Bienvenue à bord, directeur Dawson. Il la serra fermement et fermement. Pas de prétention, pas de performance, juste une promesse. Cet après-midi-là, Jake est allé chercher Emma plus tôt que prévu à l'école. Elle a traversé la cour de récréation en courant, les joues rouges, son sac à dos rose rebondissant. Papa. Il l'a prise dans ses bras, sa joie le réchauffant plus que n'importe quelle veste. J'ai une surprise, a-t-il dit. Elle a haleté. La glace, c'est mieux, a-t-elle froncé les sourcils. Les crêpes, a-t-il ri. Encore mieux. Il a fouillé dans son manteau et en a sorti la plaque signalétique. Jake Dawson, directeur de l'engagement communautaire. Les yeux d'Emma se sont illuminés. Tu as été promu. Jake s'est agenouillé. Je me suis fait planter. Elle a incliné la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un a suffisamment cru en moi pour m'aider à grandir. Elle y a réfléchi une seconde, puis a souri. Alors tu grandiras comme l'arbre de la bibliothèque. Il a hoché la tête exactement comme ça. Ce soir-là, ils étaient assis ensemble par terre dans le salon, entourés de livres de coloriage et de prospectus de dons de manteaux. Emma dessinait sa propre version du logo de la ligne, Warming, un cœur géant fait de moufles. Jake remplissait des formulaires. Il ne comprenait toujours pas bien, mais il avait maintenant des gens à qui poser des questions. Le chauffage crépitait doucement. Dehors, la neige continuait de tomber, et à l'intérieur, quelque chose de plus durable prenait racine. Un homme, une fille, un manteau, une ville recousue par la gentillesse, une vie après l'autre. Plus tard dans la soirée, Jake reçut un message de Hank, le vétéran du food truck. Hank sait toujours ce qui est le plus dur. On a passé la journée. On a eu assez de chili pour tout le monde. C'est aussi ta victoire. Jake fixa l'écran un long moment. Puis il tapa, Jake, c'est à nous maintenant. Il regarda Emma de l'autre côté de la pièce, déjà blottie sous une couette, une main tenant encore un crayon dans son sommeil. Il se dirigea vers le fauteuil, s'assit lentement et déplia le manteau par lequel tout avait commencé. Et pendant un instant, il le serra simplement dans ses bras, non pas comme un symbole d'où il venait, mais comme un rappel d'où il était maintenant, chez lui, non pas parce qu'il était arrivé, mais parce qu'il avait finalement décidé d'y rester. Le gymnase du centre communautaire n'avait jamais été aussi plein. L'écho des rires de la guitare, le tintement des tasses et le bruissement des manteaux d'hiver emplissaient l'espace aménagé comme un battement de cœur. Au-dessus de l'entrée était accrochée une banderole cousue par une douzaine de mains. La ligne de chaleur, un manteau, une histoire, une vie. C'était le jour du lancement, et Jake se tenait près de l'entrée, vêtu de sa flanelle repassée et portant son badge, observant ce qu'il croyait autrefois impossible se dérouler devant lui. Des bénévoles avaient aligné des tables pliantes le long des murs, chacune étiquetée d'un mot simple, manteau, repas, couverture, conversation. Oui, conversation. L'idée de Louis, et une bonne idée, car parfois, Louise avait dit que les gens avaient besoin d'une voix avant d'avoir besoin d'un sandwich. Il y avait des écharpes faites main par un cercle de tricot local. De la soupe du camion de Hank était garée à l'arrière, avec sa signature, pas de question, juste un panneau de nourriture. Le fils de Trina courait après un ballon tandis que Trina elle-même se tenait près de la table d'enregistrement, organisant avec une précision militaire. Zayn s'occupait du tableau des ressources du refuge, distribuant des prospectus et discutant tranquillement avec un jeune homme qui n'avait pas croisé son regard depuis 10 minutes, mais qui n'était pas parti non plus. Marissa arriva en milieu de matinée, entourée de 2 investisseurs et d'un conseiller municipal. Mais elle portait un jean, pas des talons, et elle ne resta pas près des caméras. Elle trouva Jake près du stand de café. Ce n'était pas juste une collecte de manteaux, dit-elle.
Jake sourit en remuant de la crème dans un gobelet en carton. Non, c'est un rappel de ce dont se souviennent les gens qui sont venus. Marissa regarda une petite fille enrouler deux grandes écharpes autour du cou de sa mère, toutes deux riant comme si elle n'avait jamais vu de neige. Puis son regard se tourna de nouveau vers Jake, et celui qui leur donnait l'impression d'être importante. Midi, un moment de silence passa. La file d'attente à l'extérieur s'était raccourcie. Les bénévoles se relayaient pour se reposer. Jake sortit prendre l'air et se retrouva près de la ruelle où un adolescent emmitouflé fumait nerveusement. « Salut » dit Jake doucement. « Ça va ?» Le garçon sursauta et laissa tomber sa cigarette. « Je ne volais rien, je le jure. » Jake leva les mains. « Tu n'as pas dit que tu le faisais ?» Le gamin paraissait avoir 15 ans de trop pour son sweat à capuche trop grand. Il jetait des regards en direction du parking comme s'il allait s'enfuir. « Tu as faim ?» demanda Jake. « Pas d'aide » marmonna le garçon. Jake hocha la tête. « C'est normal. Je n'en propose pas. Je propose un travail. » L'adolescent cligna des yeux. « Quel genre de travail ?» Jake fouilla dans la poche de son manteau et lui tendit un prospectus. « Demain matin. Employé à l'entrepôt. Tri des manteaux et des fournitures, salaire horaire. Pas besoin de pièces d'identité la première semaine. On t'aidera à l'obtenir plus tard. » Le garçon fixa le prospectus comme s'il allait disparaître. Jake ajouta, « Tu viens, je m'assurerai qu'il y ait un petit déjeuner chaud. » La voix de l'adolescent se brisa. « Pourquoi fais-tu ça ?» Jake réfléchit un instant. « Parce qu'une fois, j'étais sous la pluie et quelqu'un m'a donné quelque chose sans que je le demande. Je ne l'ai pas mérité, mais je ne l'ai pas oublié non plus. » Le gamin ne répondit pas, fourra simplement le prospectus dans sa poche et s'éloigna rapidement. Jake ne le suivit pas. Il savait qu'il fallait parfois plus d'une offre pour obtenir quelque chose. En fin d'après-midi, la table de discussion avait attiré son public. D'anciens clients se sont transformés en compteurs, partageant le moment où ils se sont sentis à nouveau vus. Un homme a parlé d'un manteau qu'on lui avait offert 5 ans auparavant. Une femme a raconté comment un seul mot gentil dans une gare routière l'avait empêché de se mettre en travers de la circulation. Un bénévole écrivait leurs histoires sur des fiches et les attachait à une ficelle près de la sortie. À la fin de la journée, la carte s'étendait d'un mur à l'autre. Jake se tenait dessous, lisant les noms et les moments suspendus comme des lumières. Puis il l'a vue, une carte écrite d'une écriture tremblante. « Il m'a donné un manteau sous un lampadaire. Il n'a pas demandé mon nom, il a juste dit, passe-le-moi. Je l'ai fait. Et maintenant, il recommence. » ML, sa gorge se serra. Il n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'elle était derrière lui. « Je ne voulais pas la piéger, celle-là, » dit doucement Marissa. « Il fallait qu'elle reste ici avec les autres. » Il se retourna. Elle avait la même expression douce que le jour où elle lui avait dit la vérité. Mais quelque chose dans son regard était différent, moins réservé, plus ouvert. « On n'arrête pas de me remercier aujourd'hui, » murmura Jake. « Mais je n'ai fait que me montrer. » Marissa secoua la tête. « Non, Jake, tu es resté. C'est plus dur. » Un silence. Puis elle fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de petit, une enveloppe. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une photo d'une Marissa plus jeune, assise sous ce lampadaire, son manteau serré, le visage pâle et tiré, mais ses yeux trahissaient déjà un début de combat. Jake la fixa. « Quelqu'un à la station-service l'a prise, dit-elle. Une vidéo de surveillance, je crois. Ils m'en ont donné une copie plus tard. Je n'ai jamais su quoi en faire. » Jake tenait la photo avec précaution, respectueusement. Et voilà qu'il le faisait. « Je veux l'encadrer, » dit-il. « La mettre à côté du tout premier manteau que nous distribuerons l'hiver prochain. » Elle sourit. Puis je me suis laissé écrire la légende. Ils restèrent silencieux un moment, les rires des enfants et le bourdonnement d'une détermination s'échappant derrière eux. Puis Marissa lui prit la main. « Viens avec moi, » dit-elle. « Où ? Pour voir jusqu'où ça peut aller. » Jake n'hésita pas, car à cet instant, entouré d'histoires, d'écharpes et de secondes chances, il comprit quelque chose qui le suivrait toute sa vie. L'amour ne commence pas toujours par un baiser. Parfois, il commence par un manteau. Un an plus tard, le lampadaire était toujours là où il avait toujours été. Niché derrière la vieille station-service, près de l'autoroute 22, il vacillait comme un battement de cœur obstiné dans la nuit,
projetant son cercle ambré familier sur le béton fissuré et les feuilles balayées par le vent. La plupart des automobilistes le dépassaient sans le remarquer, un simple coin oublié de la ville. Mais pas ce soir-là. Jake se gara un peu plus loin, le moteur ronronnant tandis que la voiture se rafraîchissait dans l'air vif de décembre. Le chauffage avait à peine fonctionné pendant l'allée, mais cela ne le dérangeait pas. Emma était assise à côté de lui, 7 ans, emmitouflée dans un manteau bleu bouffant et une écharpe en tricot dont le bord était brodé d'une ligne de chaleur rose. Elle agita les jambes en regardant à travers le pare-brise. « C'est ça ?» demanda-t-elle. Jake sourit. « Ça y est. » Il sortit, fit le tour pour l'aider à descendre, et ils s'approchèrent ensemble du lampadaire. Père et fille, passé et futur. Emma serrait un petit paquet marron enveloppé de ficelles. « À ton avis, à quoi ça ressemblera ?» murmura-t-elle. Jake regarda autour de lui. Discret, mais important. Au centre du cercle lumineux, quelqu'un avait placé un nouveau banc, en bois, simple, avec une plaque boulonnée à son dossier. Emma courut devant et s'agenouilla à côté, lisant à voix haute, dédié aux inconnus qui prodiguaient de la chaleur sans avoir besoin de nom. « Passe-le-moi. » Jake sentit sa gorge se serrer. Il s'assit à côté d'elle, les yeux fixés sur la lumière. « Tu étais assise ici, n'est-ce pas ?» demanda Emma. « Non, » dit doucement Jake. Elle s'y conforma. Emma pencha la tête. « Mademoiselle Marissa. » Il hocha la tête. Avant qu'elle ne soit PDG. Avant, elle n'était rien de plus qu'une fille qui passait la pire nuit de sa vie. Emma se tut, puis dit, « Et tu lui as donné ton manteau ?» Jake rit. « Je lui ai donné un manteau. Je ne savais pas qui elle était. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin de ne pas se sentir seul. » Emma leva les yeux comme tu m'as vu quand maman est tombée malade. Jake se tourna vers elle, les yeux doux. « Ouais, comme ça. » Elle posa le paquet sur le banc. « On le laisse ?» Jake haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Emma sourit fièrement. « C'est un manteau. Mon préféré. Il me va encore, mais je veux que quelqu'un d'autre ait chaud. » Jake tendit la main et la serra, les mots lui manquant. Elle appuya sa tête contre son bras. Au-dessus d'eux, la neige commença à tomber, pas lourde, mais doucement, comme si le ciel bénissait la terre un flocon à la fois. Plus tôt dans la journée, l'équipe de la ligne de chaleur avait terminé sa dernière livraison hivernale. Plus de 3000 manteaux, des centaines de couvertures, des kits d'hygiène et des colis de soins ont été envoyés à travers l'État. L'équipe s'était agrandie. Louise formait maintenant de nouveaux coordinatrices de sensibilisation. Trina avait lancé un programme pour les mères célibataires en transition. Zayn encadrait des adolescents avec des histoires similaires aux siennes. Et Jake. Jake était devenu le genre de leader qu'il n'avait jamais eu l'intention d'être, mais exactement celui dont les gens avaient besoin, à l'écoute, jamais trop occupé pour se montrer. Le manteau que Marissa avait autrefois conservé était maintenant exposé au siège de la ligne de chaleur derrière une vitre, avec une simple pancarte. Le manteau par lequel tout a commencé. Mais tout le monde savait que ce n'était pas le tissu qui le rendait sacré. C'était l'acte, le choix de donner quand personne ne regardait. La conviction que la gentillesse compte, même quand on ne voit jamais ce qui en résulte. De retour au lampadaire, Emma se leva et épousseta la neige de ses manches. « Tu crois que quelqu'un le trouvera ce soir ?» demanda-t-elle en désignant le paquet posé sur le banc. Jake regarda autour de lui. Une voiture ralentit au loin. Le monde semblait immobile mais plein de mouvements juste sous la surface, comme de la compassion attendant sa chance. « Je pense que quelqu'un l'a déjà fait, » dit-il. Ils retournèrent au camion en silence, leurs empreintes de pas traînant derrière eux comme des miettes de pain attendant le prochain cœur. Jake ouvrit le porte de passager pour elle, puis s'arrêta. Du coin de l'œil, il a vu quelqu'un entrer dans la lumière. Une femme enveloppée dans des mains minces de pull cachée profondément dans ses poches. Elle regarda le banc, puis s'assit lentement, les doigts brossant la ficelle sur l'emballage. Emma avait l'air aussi. Jake n'a pas dit un mot. Ils ont juste regardé la femme détacher la ficelle et soulever le manteau dans ses bras. Elle le pressa contre sa poitrine, les yeux fermés tandis que la neige atterrit doucement sur ses épaules. Papa Emma chuchota, regardez. Il y a quelques secondes, le réverbère qui vacille il y a quelques secondes a brûlé régulièrement, plus brillant, presque chaud. Jake sourit. Rentrons à la maison, a-t-il dit. Cette nuit-là, dans un petit appartement, où l'amour était accroché à chaque mur et à la chaleur venait de plus que des radiateurs,
Jake a glissé Emma dans son lit et s'est assis à côté d'elle plus longtemps. Elle a tendu la main. Ai-je fait du bien aujourd'hui? Il hocha la tête, la voix épaisse. Tu as bien fait. Alors que ses respirations ralentissaient, il s'assit immobile, regardant par la fenêtre les toits de ville brillants. Dans son cœur, il ne portait aucune médaille, aucune fortune, aucune gloire, juste un instant, un manteau, une lumière et la croyance silencieuse et inébranlable que parfois la plus petite chose que vous donnez devient la plus grande chose que quelqu'un se souvient. D'où regardez-vous? Nous aimons entendre des téléspectateurs du monde entier. Déposez un commentaire et faites-nous savoir d'où vous vous connectez et quelle partie de l'histoire vous a le plus touché. Si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner afin de ne jamais manquer une autre histoire remplie d'espoir et d'humanité du cœur. Merci beaucoup d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Votre présence signifie plus que vous ne le savez. Jusqu'à la prochaine fois, restez en forme, restez curieux et continuez à le faire passer en avant.